De Mouloud Ferraoun, le fils du pauvre, chapitre 4, suite. Si nous fabriquions des jouets, il lui fallait mes conseils, et le travail fini, mon approbation. Très souvent, je brisais d'un geste brutal le fruit de son application. Il suçait alors ses doigts écorchés par la besogne et acceptait, avec une largeur d'esprit méritoire, ma décision sans appel. Il sentait confusément que j'avais plus d'imagination et de goût que lui. Quant à moi, j'étais forcé d'admettre qu'au dehors, il se faisait respecter bien mieux que moi. Nous nous complétions à souhait. Nous fîmes ensemble notre entrée dans le monde, d'abord à la Djemara du quartier, puis dans les autres Djemaras, enfin à l'école. À quel moment et dans quelles circonstances naquit notre amitié, je ne saurais le dire. Dans ma mémoire, le petit Fouroulou de 5 ou 6 ans est toujours escorté d'Akli. Nous habitions la même rue. C'est là sans doute que nous nous connûmes. Cependant, rien n'explique notre attachement. Il y avait d'autres bambins, mais il ne se forma pas de paire d'amis comme la nôtre. Akli était beau comme une fillette et turbulent comme un diable. Il n'avait rien de ma douceur, ni de ma tranquillité. Il aimait rire, taquiner, cogner. Il ne craignait pas les grandes personnes qui pardonnaient toutes les espiègleries à ses beaux yeux, son teint blanc, ses traits fins et réguliers. Quant à moi, j'avais de la timidité pour deux, ce qui me fit estimer autant qu'il était pour sa hardiesse. Il avait les poings et les pieds trop grands, mais il m'assurait que c'était nécessaire pour se battre ou se sauver. J'admirais et j'aimais Akli parce qu'il avait tout ce qui me manquait. Je suppose qu'il s'attacha à moi pour les mêmes raisons. Je ne me rappelle pas combien de temps il nous fallut pour explorer le quartier, connaître tous les enfants et être connus d'eux. Dans tous les cas, nous traversâmes cette première épreuve avec succès. Il y avait des garçons que tout le monde pouvait frapper, taillables et corvéables à merci. D'autres dont on pouvait se moquer. Certains qu'il suffisait d'appeler par un sobriquet pour les voir quitter la partie et disparaître. Aucun de ces désagréments ne nous arriva. Nous finîmes même par imposer nos qualités respectives, lui sa hardiesse, moi mon goût et ma vivacité. Bientôt, je n'eus plus peur de sortir tout seul, d'aller à la Djemara et même d'arriver aux abords du café, fréquenté surtout par les garnements en quête de mégots. Lorsque ma cousine Chapra me demandait de jouer avec elle, je lui répondais non sans importance que des occupations plus intéressantes, plus viriles m'appelaient loin de la maison. Elle baissait la tête, domptée, et n'insistait plus. Par un effet du hasard, les jours où je la dédaignais, je trouvais quelqu'un qui me menaçait, me provoquait ou me défendait l'accès de la Djemara, de sorte que je revenais à la maison plus vite que je ne me l'étais proposé. J'acceptais alors humblement de jouer avec Chapra et les autres fillettes. Je me gardais de dire le motif de mon brusque retour. Je tâchais d'oublier ma lâcheté ou de ne plus penser au coup que je venais de recevoir. Il ne m'est jamais arrivé de solliciter la protection de mes parents lorsque mon adversaire était de mon âge. Ou bien j'acceptais la bataille, ou si j'avais peur, je me sauvais. Je dissimulais avec soin mes retraites et défaites. Je ne parlais que de mes victoires. Il est certain que ma mère mise à part, ni mon père, ni mon oncle, ni aucun de ma famille n'aurait consenti à me porter secours. Ils auraient été d'abord désagréablement surpris de me voir reculer, puis m'auraient obligé à affronter mon adversaire. Ces choses-là m'étaient déjà arrivées, avec mon oncle surtout. Lorsque je remportais la palme dans un de ces combats intempestifs, j'étais félicité par tous. Lorsque j'avais le dessous, ils m'accablaient de leur raillerie. Oh, dans ces moments-là, on était loin de me gâter. Je lisais le mépris sur tous les visages, excepté sur la figure douce et mélancolique de ma mère. Il est vrai que ma mère n'avait d'autre prétention que de m'aimer par-dessus tout. J'ai gardé longtemps un respectueux effroi pour la logique inexorable de mon oncle. Il était inflexible. 3 cas d'après lui pouvaient se présenter selon que mon antagoniste était plus petit, du même âge ou plus grand que moi. Si j'avais affaire à un plus petit, il me permettait de lui donner la correction pourvu qu'après coup je me sauve ou me cache. Si on venait se plaindre, mon oncle me cherchait pour me punir, se gardait de me trouver, consolait l'enfant, promettait aux parents mon châtiment. S'il s'agissait d'un garçon de mon âge, je n'avais aucune raison de le craindre. Mon oncle faisait ressortir avec colère que l'avantage était de mon côté.
J'étais mieux nourri, donc j'avais plus de force, ou bien son père ne s'était jamais battu. Le fils d'un lâche ne devait pas faire reculer un Menrad. Ou encore, c'était le fils d'une veuve, peu courageux par définition, ou enfin c'était un garçon d'un soph rival. Aucune retraite n'était permise devant un ennemi. Je reconnaissais intimement toute la force de ses arguments sans réplique, et je me résignais à avoir du courage. Par contre, il n'admettait pas qu'un garçon plus grand que moi me frappât ou me taquinât. C'est ce qui me permettait d'avoir ma petite revanche sur mon oncle. Sur ce dernier point, je lui rendais compte scrupuleusement de ce qui m'arrivait. Un grand me volait-il une bille, je rentrais à la maison en sanglotant sans arrêt, je le lui dénonçais. L'aunesse se levait, courait à sa recherche, criait, tempêtait, souvent donnait des taloches, tandis que je ne le quittais pas d'une semelle et que je sanglotais sans discontinuer. Ce brave oncle, il était plus enfant que moi. Que de futilités pour lesquelles je le faisais courir. Il m'a sans doute pardonné dans la nuit de son grand repos.